Eh bien bonjour chers amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons sans le savoir, tous, tout être humain, donne sa vie entière à une œuvre magique et incroyable qui est d'atteindre la perfection de l'humanité. Nous créons le paradis pour nos futurs descendants. Donc le paradis, symboliquement, c'est pas d'où nous venons. Nous venons d'une forme de paradis lorsque nous étions des primates naturels. Mais c'est où nous allons. Nous construisons ce paradis pour nos frères humains qui viendront après, pour nos enfants. Voilà. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Et peut-être ça ira beaucoup plus vite. Peut-être que dans un siècle, on aura déjà atteint les premières étapes de cet état. Bon, pas les premières, parce que les premières, elles sont déjà passées, en fait. Mais disons que le paradis, tel que je le pense, et tel que, selon moi, l'évolution construit, eh bien c'est la paix universelle, la fin des frontières, l'écologie à 100%, c'est-à-dire l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, ni sur les autres espèces, ni sur ses congénères, un homme entièrement pacifié, donc qui n'a plus euh, de pathologies qui vont engendrer ce que nous appelons le mal, la violence, la guerre, la criminalité, etc., le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, la jalousie, la haine, le racisme, toutes ces valeurs qui font que nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes pas dans un monde paisible, un monde en paix, un monde qui a atteint sa perfection. Parce que le monde qui aura atteint sa perfection, ce sera un monde qui aura accès au bonheur suprême, donc à la fin de l'intranquillité. Tout être humain sera un agneau pour ses congénères. Donc on n'aura plus aucune crainte, aucune peur. Voilà, il n'y aura plus... Et ça enclenche aussi l'idée de mettre tout en commun et que la propriété privée sera dépassée en réalité, mais c'est pour ça qu'il faudra du temps, parce que il faut acclimater, il faut que l'esprit humain s'acclimate à ces valeurs particulières. L'humain d'aujourd'hui a acclimaté son esprit à des valeurs que les Grecs n'auraient jamais supportées. Le fait de ne pas partir en guerre chaque année, de pouvoir passer une génération, deux générations sans guerre, par exemple, c'était pas imaginable pour les Grecs de l'époque de Platon. De ne pas avoir d'esclaves, c'était pas imaginable, etc., etc. Donc, euh, on a acclimaté l'esprit humain pour pouvoir aller pour être devenu ce que nous sommes devenus. Et dans quelques siècles, il faudra que l'esprit humain soit acclimaté à ces nouvelles valeurs, la fin de la propriété privée, le fait de mettre tout en commun, le fait de réduire notre impact sur la planète, etc. Bon, bref. Voilà. Alors, ça, c'est l'introduction. Elle n'a pas été bien présentée, mais c'est c'est comme ça. Pour travailler sur cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages que je trouve. Celui-ci, voilà, j'ai trouvé ce bouquin de Louis Lavelle, un professeur de philosophie, un philosophe qui a enseigné au lycée Louis-le-Grand et d'être nommé au collège
de France. Donc ses dates de vie, c'est 1883-1951. Voilà. Et donc, il a écrit cet ouvrage, L'erreur de Narcisse, et c'est une pure merveille. Alors, je le lis, en même temps, je le découvre, je pratique comme ça, je découvre, je ne le lis pas avant, et donc, ça met un peu de spontanéité à cette façon de penser. Et c'est en lien avec la théorie. J'essaye de préciser ma théorie à travers ce que je lis. Hein. Donc je ramène un petit peu tout ce que je lis à ma propre théorie, à cette théorie. C'est pas ma théorie, c'est la théorie de la mécanique universelle, parce qu'en réalité tout appartient à tout le monde. C'est pas une théorie qui est propre. Voilà, c'est une petite partie dans l'évolution de l'humanité, un petit éclairage, voilà, qui est mis là, à ce moment-là, etc., comme précédemment, toute l'histoire de la philosophie l'a fait, ou l'histoire de la spiritualité l'a fait. Alors, je commence à lire, et puis on y va. Narcisse et l'image de soi, c'est la 4e vidéo à ce sujet, donc il y a déjà eu 3 vidéos précédentes. Là, je suis sur la préface, simplement. C'est la page 13, Narcisse et l'image de soi. L'histoire de Narcisse, mort de contempler sa propre image, fasciné par sa propre beauté au point de se noyer dans l'eau qui la reflète, a suscité de nombreuses interprétations. La plus charmante est sans nul doute celle d'Ovide dans les Métamorphoses. La triste histoire aboutit en fait à la transformation du héros vierge en une fleur fragile, le narcisse, qui pousse près des sources. C'est quand même extraordinaire la créativité des mythes, par exemple, qui précèdent, on pourrait dire, la philosophie. L'idée de Narcisse, c'est une analyse psychologique incroyable, quoi. C'est du Freud bien avant Freud, d'avoir compris le narcissisme, ce que la psychologie du 19e siècle a mis en évidence, le narcissisme, et de l'avoir compris des milliers d'années avant qu'on puisse réellement d'abord transmettre par l'écrit ses réflexions. Donc c'était quelque chose qui se transmettait oralement. Et c'est incroyable. Il faut remarquer la puissance des mythes. Et voilà. La triste histoire aboutit en fait à la transformation d'un héros donc vierge en une fleur fragile. Alors que, dans le mythe ancien, la faute de Narcisse était de mépriser l'amour d'autrui et de s'isoler dans l'amour exclusif de soi-même. Voilà, mais en fait, c'est ça. Dans le mythe ancien, il avait absolument raison. C'est l'idée de mépriser l'amour d'autrui. C'est donc de ne pas pouvoir sortir de soi, de ne pas pouvoir être empathique, de rester à l'intérieur de soi. Donc c'est ça la faute. C'est une faute. Alors donc je continue. Ovide, par contre, apporte un élément dramatique nouveau, particulièrement émouvant, et qui contribue à donner à cette histoire un accent tragique. C'est que Narcisse, voyant par hasard son propre reflet dans l'eau d'une source où il s'est penché pour boire, ignore en un premier temps que ce reflet est celui de son propre visage. Donc, c'est possible, mais ça montre quelque chose. Pardon. Ça mettrait Narcisse à un âge où il n'a pas encore la conscience de lui à travers le reflet. Parce que dans l'évolution d'un bébé, d'un enfant, il y a le moment où il se voit et où il se reconnaît. Et on voit chez les primates naturels, quand
Il y a un moment où ils se voient dans une glace et ils se reconnaissent pas. Ils ont l'impression que c'est un ennemi potentiel, par exemple. Et donc, ce stade, c'était avant ce stade-là. Et donc, c'est peut-être ça le stade narcissique en réalité. C'est le fait de rester, on sait que c'est le fait de rester à un âge, d'être bloqué à 5 ans, je ne sais plus à quel âge, ça donne cette chose-là. Et on le voit euh, dans le narcissisme ordinaire, les gens qui sont dans cet état de narcissisme. Voilà. Alors, il croit voir quelqu'un d'autre que lui et tombe éperdument amoureux. Donc ça serait autre chose, non pas de lui-même, mais de la belle image qu'il voit dans l'eau. Il est fasciné par la beauté insaisissable qui s'offre à lui tout en se dérobant. Alors, dans ce cas-là, ça serait la norme, en somme. Il voit quelqu'un qui est extérieur à lui-même, donc la capacité d'aimer autrui, en somme, parce qu'il ne s'est pas reconnu lui-même. À ce moment-là, il est dans la normalité, on pourrait dire. Ce n'est que dans un second temps, quand il voit que tous les mouvements de cette image reflet sont identiques aux siens, que Narcisse se reconnaît lui-même. C'est donc tout ce travail mental qui doit être fait pour pouvoir se reconnaître soi-même. D'abord, il faut pouvoir ne plus avoir peur de cet autre qui nous ressemble. Alors il se déchire la poitrine et le visage de douleur et attend la mort, les yeux fixés sur les ondes. Comme le rappelle Pierre Hadot, Ovide exprime le drame de Narcisse dans un vers des Fastes qui dit « Narcisse malheureux de n'avoir pas été différent de lui-même ». Les anciens mettaient l'accent sur l'interdiction de refuser l'amour, sur la démesure du mépris. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est une chose très, très importante. Les anciens mettaient l'accent sur l'interdiction de refuser l'amour, sur la démesure du mépris. Donc, c'était une sorte de faute, c'était un péché, c'était quelque chose de ne pas pouvoir, de refuser l'amour qui se présente à soi, de refuser l'amour des autres, d'avoir du mépris pour les autres. Et en fait, le narcissisme, c'est ça. C'est en fait, le narcissique a tout le temps du mépris pour les autres. Soit du mépris pour les subalternes, soit une sorte de vénération pour ceux qu'il estime au-dessus de lui, pour les élites, voilà. Donc il va bader les forts et mépriser les faibles. Mais quoi qu'il arrive, il n'aime pas aucun des deux, parce que bader, c'est pas aimer. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Quand on vénère quelqu'un, c'est pas une question, c'est pas de l'amour, c'est une autre valeur. Et quand il s'aperçoit que cette image n'est que l'image de lui-même, son illusion s'accroît d'un sentiment de malheur invincible. Il n'est pas désillusionné, au contraire, il est enfermé dans son auto-illusion. Cependant, le mythe de Narcisse, avec ses accents nostalgiques et émouvants, n'a pas seulement inspiré les peintres comme Poussin et Caravage, ça ne m'étonne pas, les poètes comme Rainer Maria Rilke ou Paul Valéry, il a inspiré les philosophes comme Plotin ou Louis Lavelle, qui a écrit ce livre. Mais ce qui a contribué à faire passer cette histoire dans le patrimoine commun de la psychologie universelle, c'est le travail décisif de Freud, évidemment, pour introduire le narcissisme dans la psychanalyse. Bon, évidemment, bien sûr. Et c'est là où on voit que le travail, il n'y a pas de héros de l'humanité, il n'y a pas de génie spontané qui n'aurait pas besoin
qui pourrait être le génie total. On n'est que des petits rouages, on est des grains de sable qui n'existent que parce qu'il y a d'autres grains de sable à côté et qui forment la plage. Mais sans les autres grains de sable, il n'y a rien. C'est un grain de poussière sur du vide. Ce qui va faire la plage, c'est les grains de sable mis bout à bout. Et c'est ça l'humanité. Et c'est ça la création humaine. Et c'est ça l'art. Et c'est ça. Donc l'humilité, c'est quelque chose qui devrait être naturel. C'est dès qu'on comprend à quel point on est les enfants de nos prédécesseurs et à quel point ce qu'on fait, c'est pour nos descendants, eh bien, l'humilité arrive spontanément. Et cette humilité, elle est très importante parce qu'elle permet d'aller vers le temps lointain, de pouvoir penser justement à la finalité de l'humanité. Quand on ne peut pas, quand je dis par exemple à des gens l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, mais c'est pour dans quelques siècles, certains me répondent mais on s'en fout, on n'y sera pas. Mais c'est nos enfants qui y seront. C'est l'humanité qui y sera. Et on est dans l'humanité. Donc c'est nous-mêmes d'une certaine manière, de cette certaine façon. Et c'est bien cette difficulté qui fait qu'on ne peut pas se projeter et on ne peut pas penser cette finalité. Elle est difficile à penser, cette finalité. Même si Freud n'est pas l'inventeur du terme, déjà utilisé à la fin du XIXe siècle, pour désigner un très grand amour de soi, c'est lui qui a lancé ce qui devait avoir un succès considérable, à savoir la dimension narcissique de la personnalité comme tendance à se regarder soi-même, à se soucier avant tout de sa propre image. Chacun sait aujourd'hui que désigner... Alors, ça n'empêche pas que c'est magnifique, ce travail. Freud a consacré son existence à réfléchir pour l'humanité. Voilà, il faut le regarder aussi comme c'est de la belle œuvre. Voilà, c'est pas... Quand on voit que certains ont cherché à... Évidemment, on peut discuter, tout être humain, ce n'est qu'un être humain. Il est bourré de contradictions, de mauvais comportements. On n'est pas des saints. Tant qu'on n'est pas des saints, on se comporte mal dans l'humanité. On ne peut pas faire autrement. Mais alors, on peut rester au niveau du véniel, et puis il y en a qui vont plonger au niveau du grand criminel. Et Freud, c'est un homme comme les autres. Il a évidemment fait des choses qui ne sont pas belles, et il faut sans doute les éclairer. Je pense à l'ouvrage de Michel Onfray. Mais le désir de détruire, c'est autre chose. Parce que le désir de détruire, en fait, c'est justement lié au narcissisme. C'est vouloir être calife à la place du calife, vouloir détruire l'image de l'autre pour dire, regardez comment... Aimez-moi plus. Aimez-moi... Voilà, moi, je suis plus aimable, etc. Et ça... eh bien, c'est la vie, c'est les pathologies de l'humanité, quoi, tout simplement. Ça en fait partie, c'est pas non plus grave. Chacun sait aujourd'hui ce que désigne l'attitude narcissique. On parle volontiers d'un écrivain narcissique pour caractériser celui qui analyse sa propre œuvre, revient sur elle pour en montrer les articulations, indique comment il est présent lui-même dans son œuvre, comment elle renvoie à sa propre vie personnelle. Alors, il ne faut pas oublier que cet ouvrage a été écrit en 1939, donc ça date de 1939. Donc il y avait quelque chose qui était pointé. Maintenant, on en parle très facilement, même sur les réseaux sociaux, la perversion narcissique, etc. C'est des choses, on voit à quel point le narcissisme, il est éclairé aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas. Si l'analyse de Laswell reste étrangère à toute donnée psychanalytique, c'est qu'elle n'a pas la visée thérapeutique de la cure psychanalytique.
qui a pour but essentiel une redistribution des cartes qui composent le moi. Sans qu'il se soit expliqué à ce sujet, on peut penser que pour Lavelle, la méthode psychanalytique est encore trop narcissique. Ah, intéressant. Pour que le moi puisse se sentir bien avec lui-même, il ne faut pas le valoriser comme le fait la psychanalyse. Il ne faut pas non plus le dévaloriser au point de l'anéantir, comme dans la pensée chinoise du Tao ou Dao, mais il faut que la conscience prenne conscience d'elle-même comme de la cime de son âme. Alors, c'est à un autre niveau, parce qu'évidemment, le Tao, mais c'est pas que le Tao, les grandes religions, la quête de l'extase, par exemple, dans le soufisme, la quête du nirvana, c'est la fin de l'ego. Mais c'est pour atteindre quelque chose de particulier. Et quand je dis l'humanité va vers sa perfection, c'est vers ça que nous allons, vers la fin de l'ego. Parce que derrière la mort de l'ego, entre guillemets, ou l'extinction de l'ego, parce que l'ego est toujours là, mais il est juste endormi, on va dire, dans l'état de Tao, dans l'état de Bouddha, dans l'état d'éveil, dans l'état de nirvana, dans l'état de dhikr, je ne sais pas comment, c'est pas le dhikr, c'est la bhakti, etc. Dans ces états-là, l'ego est en sommeil, et là, il se passe quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça vers quoi nous allons. Parce que ce qu'il y a derrière l'anéantissement de l'ego, c'est le bonheur absolu. C'est le plus haut degré du bonheur. C'est le plus haut degré de la sensation humaine. C'est l'équilibre absolu. C'est l'harmonie avec le tout. C'est la mise en fusion. C'est la fusion avec le divin. C'est le divin qui est incarné à travers nous-mêmes, à travers celui qui a perdu son ego. Le divin prend possession, en somme, s'incarne à travers lui. Voilà ce qui se passe derrière. Voilà pourquoi nous allons vers cet état d'extase. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour atteindre une sorte de perfection superficielle. Comme on le verra plus loin, la spiritualité de Lavelle consiste essentiellement dans le dialogue du moi et de l'âme. La conscience est d'abord un moi qu'elle découvre avec émotion, mais elle est aussi une âme, une essence spirituelle, une pure personnalité libre qui correspond à la vocation assumée. Alors là, il y avait un petit renvoi pour le Dao, pour le Tao. Toute forme de spiritualité commence par un lâcher-prise, un renoncement au moi limité et limitatif. Il s'agit d'un retour en deçà de l'expérience vécue, jusqu'à absorption complète de l'il y a dans l'il n'y a pas. Lavelle analyse le Tao dans sa chronique du 29 avril 1934, rééditée dans le Panorama des doctrines philosophiques. Il oppose en conclusion la neutralité du Tao au Dieu d'amour du christianisme. Mais bien sûr, mais bien entendu, c'est exactement la même chose. C'est juste deux hémisphères différents, l'hémisphère sud, l'hémisphère asiatique et l'hémisphère, voilà, ce qui découle de la matrice, de la mère asiatique qui est l'hindouisme et qui va donner sa fille aînée, le bouddhisme, et sa fille cadette, le zen, on pourrait dire, voilà. Et de l'autre côté, on retrouve exactement la même chose. Le judaïsme, la mère symbolique, la fille aînée, le christianisme, et la fille cadette, l'islam, voilà. Et c'est intéressant qu'il y ait ces deux pôles dans l'humanité, en somme. Voilà. Et que toutes deux découlent de la spiritualité originelle
d'une spiritualité originelle qu'on retrouve encore dans l'animisme qui est là et qui est le fondement, qui est la grand-mère en somme de tout cela. Voilà. L'âme n'est pas chez Lavelle le sujet religieux. Elle est tout entière dans ce dépassement de soi, par soi, qui nous fait atteindre la grandeur et la sainteté. L'âme est la part supérieure de notre moi qui est seule capable d'entrer en relation avec Dieu. La part supérieure de notre moi, quand il n'y a plus de l'ego, c'est un moi qui flotte, un moi qui n'est plus accroché à toutes les valeurs de l'ego. L'ego a disparu et là, c'est le moi, c'est... Je ne sais pas en psychanalyse comment ça s'appelle. Peut-être le ça. En tout cas, c'est quelque chose où il n'y a plus cet ego, l'ego ordinaire. C'est un autre niveau. Bon, je pense qu'on est absolument d'accord dans la même chose. Ainsi, la psychanalyse ne serait pas critiquable aux yeux de Lavelle, pour la raison qu'elle serait naturaliste, fondée sur les instincts biologiques fondamentaux, ou irreligieuse et scientiste. Ce sont là des fondements que Lavelle rejette dans une critique générale du corps, en disant que mon corps n'est pas moi, mais qu'il est seulement lié au moi comme un appui que le moi cherche sans cesse à dépasser. Le corps est toujours là dans l'extase. Au contraire, il est là sublimé. Il est absolument là. Il est dans sa totalité, sauf qu'il n'est plus là en pulsion. Il n'est plus là en tendance. Il n'est plus là en instinct basique, violence, domination. Tout ça, ça a disparu. Le corps est là juste pour rayonner, pour pouvoir vivre cet état d'extase. C'est lui qui jubile l'extase. C'est le corps tout entier qui est en jouissance absolue de l'extase, dans l'état d'extase. Quoi qu'il en soit du corps, le défaut principal de la psychanalyse n'est pas là, car il consiste à en rester au dialogue du moi avec lui-même. C'est précisément ce que critique Lavelle dans les termes suivants. Il ne faut pas prêter une oreille trop complaisante à cette conscience que je prends de moi-même comme d'un être unique et inimitable, car elle éveille toujours l'amour-propre qui cherche à tout retenir et convertir tout à son usage. Et c'est ça, cet amour-propre, c'est l'ego. Et tant qu'il y a l'amour-propre, il y a ce moi, je suis machin, un tel, regardez, moi, je vais vers l'extase. Non, là, on ne peut pas. Ça n'a rien, on n'atteint pas l'extase avec cet ego-là. Il faut qu'il soit éteint, cet amour-propre. Il n'y a pas d'amour-propre dans l'extase. C'est l'amour universel qui est là. C'est autre chose. C'est plus un amour qui se distingue du reste. C'est un amour qui est en fusion avec tout ce qui est créé et qui est amour. Tout est amour. Mais un grain de poussière, une bouse de vache, l'air, le soleil, une pierre, c'est de l'amour, c'est du divin. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de fusion avec tout cet amour-là. Et donc ça n'est pas un amour, ça n'est plus l'amour de soi. On en a fini dans l'état d'extase avec le narcissisme. Voilà. Comprenons bien que pour Lavelle, le moi n'est pas haïssable. Il ne faut pas l'abolir ni le mépriser. Évidemment, le moi n'est pas haïssable puisqu'il nous permet de construire la perfection de l'humanité. C'est grâce à ce moi que nous construisons cet état de perfection, le paradis. Mais quand on aura fini de construire le paradis, le moi s'effacera. Ce moi, l'ego s'effacera. Il restera plus que le moi divin en somme. L'ego s'effacera. Donc c'est juste un instrument de travail. C'est un instrument comme, je ne sais pas,
le- les, les premières, le silex, le fait de tailler des silex, ça a été un instrument, ça a été pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années, le silex a été l'instrument du travail de l'humanité. Mais à un certain moment, on l'a mis de côté et on est passé à autre chose. Voilà. Donc c'est des moments de l'évolution. Il y a eu des mineurs parce qu'on avait besoin du charbon, il fallait du charbon dans l'évolution de l'humanité, c'était ça. À un certain moment, ça sera fini, il n'y aura plus besoin de mineurs. Voilà. Et donc, ce qui a été là comme un moteur n'aura plus besoin d'être. Narcisse est demeuré l'esclave de la conscience qu'il avait de lui-même. La voie véritable est de dépasser cette conscience de soi en trouvant la liberté de l'âme. L'être humain accompli est celui qui ne se laisse jamais asservir à son propre moi. La mienneté n'est qu'un moment qu'il dépasse en trouvant son âme. Parce que la mienneté, c'est... On ne peut pas... On ne peut pas... On est né avec ça. Parce que dès notre enfance, sur notre berceau, dès qu'on se penche sur nous, tu es oh le petit Jean-Marc, oh maman, nana, etc. Tu es ça, si, ça. Et puis toute notre enfance, on va nous borner, on va nous remplir cet ego. On va le remplir bien, mal, peu importe, même s'il est... Voilà, moi, par exemple, l'ego, il a été maltraité. C'est ce qui me permet d'être ce que je suis. Mais ça aurait pu, si on l'avait dopé, si on avait dopé ce narcissisme, j'aurais fait carrément autre chose, une autre vie, un autre style. Et comme il faut de tous pour faire ce monde, eh ben, il faut aussi il faut des gens comme moi, il faut des gens comme les autres, il faut des gens, etc. Il faut ce tout. Donc, mais ça, c'est une construction. On est construit par notre environnement et puis, mais c'est une illusion. Ce qui est notre réalité, c'est ce qu'il y a derrière l'ego. Et c'est ce que cherche intuitivement l'humanité à atteindre en allant vers sa perfection. Mais l'âme et le moi restent toujours en dialogue. La sainteté est ainsi l'objectif d'une conscience de soi simple et sereine. Alors la conscience de soi a trouvé son âme, même si elle ne peut jamais s'y maintenir en toute quiétude, parce qu'on n'a pas atteint la perfection. Quand on aura atteint la perfection, là, cette conscience de soi, quand elle aura trouvé son âme, elle pourra s'y maintenir en toute quiétude. Mais pour ça, il ne faut plus qu'il y ait du danger autour d'elle-même. Donc il faut que l'humanité ait réglé tous les problèmes de danger qui sont là. Et c'est tout ce que nous faisons. Nous travaillons tous, l'humanité travaille à écarter progressivement le danger que représente autrui, les prédateurs extérieurs, les animaux, le temps, le climat, les catastrophes climatiques. On cherche à éradiquer cela, à aller jusqu'au point, au 100% sans danger extérieur. On n'atteindra peut-être pas le 100% de danger extérieur, mais on atteindra un degré où on sera dans une tranquillité absolue. L'homme ne sera plus un danger pour l'homme, ça sera déjà une part du danger qui est incroyable, qui sera étouffée. Le danger des animaux, des prédateurs, on est capable de le juguler pareil, on est capable maintenant de commencer à prédire les catastrophes, etc. On parviendra à tout ça, à trouver la meilleure façon d'exister dans la sérénité absolue. Et dans la sérénité absolue, on atteint cette quiétude parfaite. Ainsi, Lavelle, traitant de l'histoire de Narcisse, nous propose des attitudes radicalement différentes de celles du jeune héros, attitude qui l'a conduit à la mort. Il faut renoncer à se regarder soi-même pour exister simplement. 2 points, ouvrez les guillemets. Voilà ce qu'écrit Lavelle.
par un merveilleux paradoxe, c'est si je cesse de me regarder et si je regarde ce qui m'entoure que je me connais moi-même sans avoir songé à le faire. C'est quand je cesse de poursuivre mon propre bien et que je cherche celui d'autrui que je trouve aussi le mien. Tout rayon de lumière doit éclairer le monde avant de revenir m'éclairer moi-même. Et ça, on n'a pas besoin d'autrui pour être là maintenant. On peut travailler. Moi, par exemple, je suis enfermé globalement. J'ai très peu d'interactions en réel avec les autres. Mais je ne cesse de penser à l'humanité, à mes frères humains. Je suis en contact avec les réseaux sociaux, etc. Je sais qu'autrui, qu'il y a plein d'autrui qui sont là, et je travaille pour eux, et j'essaye d'être pour eux. Voilà, donc on n'a même plus besoin, en fait, par rapport à l'évolution de l'humanité, ce qui n'était pas le cas il y a 500 ans, ou il y a 400 ans, etc. Tout l'ouvrage est commandé par l'idée que je dois tendre vers la transparence et la simplicité. Et c'est ça la perfection vers laquelle nous allons, la transparence et la simplicité. Et on atteindra ça. Il faudra quelques siècles encore, mais on atteindra cet état de transparence. Donc chaque être humain sera limpide. Tandis que là, je ne sais pas si quelqu'un vient, il frappe à ma porte, je le regarde, suivant ce qu'il montre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, bon, heureusement, on n'est pas dans cette paranoïa, on ne vit pas ça, mais il y a cette chose-là. Quand l'humanité sera absolument transparente, parce que plus aucune pathologie ne vivra dans l'esprit de nos congénères. Donc il n'y aura plus aucune crainte. Chaque être humain viendra avec que de la bienveillance. Et donc ça sera une des peurs qui sera effacée. Mais le fait que j'ai conscience de moi-même implique un dédoublement de la conscience, entre la conscience qui regarde et le moi qui est regardé. Et ça, c'est ce que nous vivons dans l'état ordinaire. Nous sommes dans ce dédoublement. C'est pour ça que Rimbaud écrit « Le jeu est un autre ». Je crois que c'est lui ou c'est Baudelaire, je ne sais pas. Bon, bref, « jeu est un autre ». Mais ce dédoublement, c'est ce qui fait que nous vivons avec cet ego et que nous sentons certainement qu'il y a quelque chose d'autre en nous que nous ne touchons pas. C'est ce moi absolu, c'est ce sein qui est à l'intérieur de soi et qu'on ne touche que quand on est dans l'état d'extase. Mais en fait, c'est cette cohabitation. Et on est dans cette dualité. Je ne puis agir sans me sentir agir. Ce dédoublement peut devenir un piège si je m'attache, comme Narcisse, à contempler ma propre image, à la cultiver. Quoi qu'il arrive, on y est dans ce narcissisme, parce que inconsciemment, en somme, parce que on est toujours dans l'ego. C'est l'ego qui parle là, même s'il n'est pas en queue de pan, même s'il n'est pas dans son excès, au fond, c'est lui qui discute, c'est lui qui parle, c'est l'ego qui parle. Et donc, je ne suis pas au contact du sein, et je ne donne pas le sein, je ne donne pas l'idéal, je ne donne pas cet être humain débarrassé de cette chose-là aux autres. Ma propre image, à la cultiver au lieu de vivre. L'erreur de Narcisse est là. Il s'est coupé du monde, de lui-même et des autres. À nous de retrouver les voies de la sincérité et du rapport positif à autrui. Voilà, on va arrêter là pour cette... Et ça, c'est le travail qu'on cherche sur les réseaux sociaux maintenant, là. Ça y est, comment devenir soi. Alors, c'est paradoxal parce que il y a un ego surdimensionné, il y a beaucoup de narcissisme, mais en fait, les gens qui mettent leur narcissisme en pâture sur TikTok ou ailleurs, leur excès narcissique en pâture, eh bien, ils le font inconsciemment pour être soignés, parce qu'ils vont recevoir des rires, des moqueries,
des gens qui vont les critiquer, etc. Ils vont prendre plein de choses négatives qui vont araser progressivement leur narcissisme, qui vont les ramener à quelque chose d'humain. Voilà, et ça c'est super intéressant. C'est en fait c'est une usine à se soigner. Avant, ce narcissisme, il était soigné. Ben voilà, ceux qui allaient se mettre en, en, en lumière dans les médias, présenter, être animateur, être patron, être ci, être ça, aller montrer ce narcissisme, ils y allaient et ils étaient rabotés, ils étaient, voilà, jusqu'à ce qu'ils deviennent à peu près humains, en somme, jusqu'à ce qu'ils prennent de l'empathie, jusqu'à ce que leur narcissisme se réduise, etc., etc. C'est par les coups qu'on prend que le narcissisme se régule. Et en fait, avant c'était ça, maintenant c'est ça, mais pour tout le monde. C'est devenu démocratique parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est dans ce dont parlait Andy Warhol, les 10 minutes de célébrité. Ben voilà, tout le monde part dans cette chose-là et se confronte aux autres et les autres renvoient des choses négatives. Et ça montre qu'en fait, eh ben, ce qu'on appelle les bâcheurs, là, qui font que ça, parce qu'ils ont des épines dans le pied, vont dire ouais, c'est n'importe quoi, enfin, ce que tu fais, c'est nul. Voilà, qui vont mettre de la critique dure, violente, agressive. Eh ben, ils ont leur rôle aussi dans cette évolution, dans cet arasement du narcissisme pour ramener l'humanité à quelque chose d'humain. En fait, tout est utile et c'est ça la complexité de l'humanité. On ne se rend pas compte à quel point tout, est, tout, est, tout a du sens dans l'évolution. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On va la mettre en ligne. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette vision atypique et particulière de l'évolution, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez participer. Il suffit de m'écrire et puis on peut participer ensemble. Et vous pouvez et vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Merci, à très bientôt.